Bonjour à toutes et bonjour à tous. On espère avoir le meilleur public de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. De France. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu symbolique. Alors expliquez-nous, Sébastien. Oula, je crains le pire. C'est une émission où on va enfin pouvoir s'envoyer en l'air. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Est-ce que vous savez sur quel territoire nous sommes? Bien sûr, Paris, terre d'envol. Ok, et sur quel site? Nous sommes dans le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Eh ben vous comprenez alors. Air, musée, espace. Oui, bon, on admet. Allez, sans plus attendre, Même pas peur TV, Saison 1, émission 4, c'est aujourd'hui. c'est maintenant. Gérard, jingle. Alors nous avons l'immense plaisir d'être accueillis aujourd'hui dans ce lieu magique qu'est le musée de l'air et de l'espace, aéroport de Paris-Le Bourget. Ouais, enfin, vous dites magique, magique, ça va toujours pas faire repousser les bras. Je le vois, toujours aussi caustique, hein, Sébastien. N'oubliez pas, ma chère Audrey, que c'est un petit peu l'ADN de Même pas peur TV. Oser dire les choses, se moquer et surtout, surtout, avoir du second degré. Et à chaque fois qu'on investit un lieu, eh ben on aime savoir où on est. Accueillons donc Alice Charbonnier, directrice du département du développement, des publics et du marketing au musée du Bourget. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à vous. Ravi de m'envoyer en l'air avec vous alors. Alors Alice, qui êtes-vous? Alors je suis Alice Charbonnier, la directrice des publics et du marketing du musée. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au nom de la directrice du musée et de toute l'équipe dans ce magnifique hall de l'espace. Alors je crois savoir que vous avez une politique d'inclusion en faveur des personnes en situation de handicap. Alors comment c'est géré au niveau du musée justement? Déjà on a une attention constante au musée de l'air et de l'espace, à l'ensemble des publics et aux dynamiques effectivement d'inclusion et d'accessibilité. Ça prend corps dans la conception même des expositions aussi avec les parcours de médiation qu'on propose et de manière plus ponctuelle dans le cadre d'événements aussi puisqu'on a une programmation événementielle extrêmement dense qui contribue au dynamisme du musée quand on conçoit des offres. On est vigilant bien sûr aux problématiques d'accessibilité. On a des avions qu'on conserve. Tous ne sont pas accessibles physiquement donc on a des fauteuils monte-escalier qui permettent à des personnes en situation de handicap physique de monter dans les avions mais aussi des dispositifs comme des tables numériques qui sont en relief donc qui sont aussi accessibles à des personnes en situation de handicap visuel qui vont pouvoir être en mesure d'appréhender le contenu scientifique et pédagogique qu'on a à leur partager sur le patrimoine aéronautique et spatial que nous conservons. Ça veut dire que n'importe quelle personne de n'importe quel handicap différent peut visiter le musée dans son entièreté. En toute transparence et en toute honnêteté, avec des degrés probablement de perception différents en fonction des handicaps. On a 125 000 m² d'exposition, plus de 12 halls d'exposition, un patrimoine monumental puisque des avions, des fusées, il faut de la place pour les conserver. Donc c'est des points de vigilance. On aimerait avoir une accessibilité quasi universelle partout. On fait en sorte que l'ensemble de nos publics puissent vivre une très belle expérience au musée et ne se sentent pas lésés. C'est quand même la priorité, se sentir inclus et accueillis et considérés. Et du coup, par rapport à ça, vous avez des experts en fait qui viennent chez vous pour voir ce qui est possible de faire ou non? Au sein du département développement des publics et marketing, c'est déjà une attention des équipes. On a également un commission ou comité accessibilité au sein du musée qui va aussi rassembler des personnels de l'équipe des bâtiments, de l'équipe de la direction de la communication pour le site internet, puisque venir dans un établissement culturel, c'est aussi préparer sa visite. Et puis, dans le cadre de notre convention avec le département du 93, on a des groupes de travail pour lesquels le département nous apporte son soutien aussi. On est en mesure de tester nos offres et de nous interroger sur leur qualité en fait et la manière dont elles sont reçues de la part des publics et des publics les plus larges. Merci beaucoup Merci Alice beaucoup d'être à vous. venue et merci pour votre accueil. Avec plaisir et bonne émission. Merci beaucoup. Et en parlant d'aéroport, il faut savoir que pour la préparer, Même pas peur TV a posé ses valises depuis quelques semaines à l'agence locale d'insertion de Duny, Le Bourget, Le Blanc-Ménil. On pourrait dire quasiment qu'on a investi les lieux de cette ALI. Et on peut le dire, toute l'équipe pourra en témoigner. On a été très bien accueillis. Notre premier reportage va nous faire découvrir pendant tout le travail et le partenariat de cette agence départementale en faveur des personnes en situation de handicap. Et on va vous lancer ça tout de suite. Je cherche juste Gérard. Ah, il est là-bas. Gérard, jingle.
Ici, nous sommes à l'agence locale d'insertion du Bourget, qui est un dispositif financé par le département, qui vise à accompagner les allocataires du RSA qui vivent en Seine-Saint-Denis. Nous accueillons les allocataires de Duny, du Bourget, du Blanc-Ménil. Quand on est arrivé au début, on s'est aperçu effectivement que les publics rencontraient des problématiques de santé et qu'il y avait des difficultés par rapport à ça. Et le travailleur social, du coup, a été une plus-value. Ça a été un travail en binôme, référent de parcours CEP et travailleur social. Je m'appelle donc Bouali Ayoub et je suis travailleur social. J'essaie de lever au mieux donc les freins sociaux, dont les aides par rapport à l'handicap. Une personne qui a une maladie ou un handicap, je l'accompagne sur un dossier afin qu'elle puisse obtenir demande d'RQTH ou une prestation, par exemple une aide à domicile ou des choses comme ça. Nous, notre rôle, effectivement, c'est de faire un petit peu le point sur la situation, ce qui fait qu'on a fait appel à aussi un partenaire qui est aussi financé par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui est ARERAM. On peut orienter les publics qui, effectivement, énoncent des problématiques de santé et qui sont ensuite reçus par une professionnelle qui a un regard beaucoup plus avisé et d'expert, en tout cas, concernant cette thématique. Alors, l'ARERAM est une association qui accompagne des personnes en situation de handicap et pour le coup un public assez large puisqu'on a des établissements pour enfants et des établissements pour adultes. Pour les AELI, nous sommes en co-traitance avec l'association UNIR. On se déplace une journée par mois dans chaque AELI de la Seine-Saint-Denis. On a un fichier qui est partagé entre ARERAM et les collaborateurs et quand il y a une problématique de santé qui est énoncée, on leur propose systématiquement un entretien avec ARERAM. Quand je parle avec un bénéficiaire, ce qui se passe, c'est que je me dis, il y a une personne avec qui je travaille, je vais t'orienter vers cette personne-là et à partir de là, on travaille ensemble pour voir comment mener à bien ce projet-là. Je trouve que ça légitime des fois des démarches auprès de la MDPH, comme il y a un regard d'expert, conjugué avec le regard du travailleur social. On s'en sert un peu comme d'un levier. C'est aussi un avis qui est partagé par une autre professionnelle. Les conseillers des AELI programment les rendez-vous la journée de nos permanences. Le plus souvent, ce sont des demandes par rapport à leur situation de santé, leur projet professionnel. Qu'est-ce que je peux faire dans ma situation actuelle? On va avoir aussi beaucoup de demandes par rapport à la reconnaissance de travailleurs handicapés. Qu'est-ce que la MDPH? Comment on remplit le dossier? Qu'est-ce que l'âge? Et puis, on va avoir des questions aussi sur qu'est-ce qui existe en Île-de-France, sur les établissements qui pourraient aider par rapport à leur situation de santé. Parce que les personnes peuvent énoncer certaines problématiques de santé. On sait que des fois, c'est un peu compliqué. Le fait d'orienter vers le partenaire permettre aussi à la personne de se rendre compte de ses aptitudes et de ses limites. ARERAM fait un retour. Des fois, peut enclencher aussi des choses ou des demandes qui sont ensuite traitées par le travailleur social. Et des fois, ça permet aussi d'apporter un autre regard et de se dire finalement, c'était peut-être pas une problématique de santé et ça permet de travailler du coup sur un autre aspect. On va proposer aussi des ateliers, par exemple, refaire son CV. Est-ce qu'on met qu'on est reconnu travailleur handicapé ou pas? Des fois, on va réunir 3-4 personnes sur ce thème-là. Ça permet à la personne de se dire je suis pas tout seul et puis je peux échanger sur ces thématiques-là. Et puis on a un troisième module où on a mis en place des formations pour les conseillers avec des thèmes précis, la typologie des handicaps, comment j'aborde le handicap lors d'un entretien et puis aussi le fameux papier de la reconnaissance travailleur handicapé, comment on le remplit. Il y a une première partie sociale et une partie médicale. Donc le médecin a sa partie à remplir. Et ensuite la partie sociale. J'accompagne généralement les bénéficiaires à remplir ça. Et des fois, il suffit juste de se tromper sur une chose pour pas avoir les aides qu'il faut. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils ont le droit de faire la demande d'un dossier MDPH. Et là, il faut qu'on soit dans la pédagogie et leur expliquer en quoi ça peut leur servir. Ce que je dis toujours, c'est un joker. On l'actionne ou on ne l'actionne pas. C'est à la personne d'en décider. Et puis, on a d'autres personnes qui vont avoir la reconnaissance travailleur handicapé et qui vont se dire qu'elles n'ont plus leur place sur le marché du travail. C'est à nous de revaloriser les compétences et de pouvoir trouver les compétences transférables pour pouvoir les intégrer sur un autre poste. Tout ça prend du temps, forcément. C'est vrai que quand on pense emploi, on se dit voilà, c'est facile, c'est juste accéder à un contrat de travail. Pas du tout. C'est pas simple comme démarche. Et c'est vrai que des fois, on reçoit les publics et leur priorité du moment, c'est effectivement stabiliser une situation de santé ou alors la santé d'un des proches. Et ça, on peut pas faire main basse sur cette réalité. Souvent, le stage en entreprise va être un déclic et va permettre à la personne de se dire je suis capable et je suis capable de me projeter sur un autre poste de travail. Moi, je pense qu'il est primordial aussi de sensibiliser les entreprises. Sensibiliser aussi pas que le directeur, mais l'équipe qui va intégrer la personne. Donc sinon, on peut permettre la rencontre, je dirais c'est tant mieux. Ça, c'est vraiment l'un des objectifs de l'agence. Alors Sébastien, je crois qu'on a l'équipe de l'AELI du Bourget qui est parmi nous aujourd'hui. Oui, ainsi qu'ARERAM et UNIR, je crois. Ils sont là quelque part, non? Ah, ouais, ils sont là. Ils sont derrière et nous les accueillerons sur le plateau dans quelques minutes pour un échange avec le public. Je crois que vous aimez l'opéra. J'adore le petit gâteau au chocolat là.
Non. Non Bah, on vous avait dit, il n'y a pas que les mains qui sont handicapées. On parle de quoi? Je vous parle de l'opéra, la Tosca, la flûte enchantée. Ouais, alors je vois pas le rapport entre l'opéra, l'emploi et le handicap. Bah alors détrompez-vous parce que notre équipe est allée à Opéra Bastille, à un salon pour l'emploi, pour les personnes en situation de handicap, mais qui veulent travailler dans le milieu artistique. Ah, ça c'est l'air cool, ça. Bah, Gérard, jingle. C'est que là, tu souris pas. Est-ce que vous avez peur en général? Non, rarement. Donc même pas peur. Même pas peur. On est là parce qu'on vient se présenter pour du job dating. Alors j'ai démarché pour essayer de voir, pour essayer d'accomplir ma deuxième passion qui est plus le journalisme et l'animation. Donc on va essayer de créer l'opportunité. Bonjour, donc on est ici en direct de l'Opéra Bastille sur un forum emploi. Bonjour, je suis Caroline Rogard, la directrice de la communication d'Audience qui organise en lien avec la GFIP, l'AFDAS, beaucoup de partenaires et notamment l'Opéra National de Paris, ce job dating pour la 3e année. Alors Audience, nous sommes un groupe de protection sociale spécialisé dans le secteur de la culture. Donc au départ, on gère tout ce qui est retraite, santé, prévoyance, notamment pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle. Et on gère également des dispositifs spécifiques qui visent à sécuriser la carrière de ces professionnels. C'est vraiment important pour nous que les professionnels en situation de handicap puissent eux aussi avoir un accès à l'emploi qui soit de qualité. Donc là, effectivement, on a pas mal d'entreprises différentes. Plus de 38 entreprises aujourd'hui, à peu près 280 candidats. Ici, vous avez Cap Emploi France Travail, donc plutôt les acteurs de l'insertion professionnelle. Ça peut être une formation. L'intérêt effectivement d'aujourd'hui, c'est vraiment mettre directement, sans passer par la phase du CV, directement mettre en lien les acteurs de la culture avec les entreprises qui jouent le jeu de l'inclusion. Et en fait de simplement échanger avec eux, de découvrir en fait leurs compétences, leur métier, et puis en fait de pouvoir aussi créer des opportunités avec eux. Sur les années passées, on a gardé des candidatures qu'on a pu recontacter et ça a pu donner lieu à des stages ou à la présence de certaines personnes dans nos sites. Elle m'a dit qu'il faut de la polyvalence pour le poste d'agent d'accueil et qu'il faut une position debout, nettoyer les salles et que c'est un peu compliqué pour mon cas. J'ai des problèmes de dos pour me baisser. C'est vrai que c'est une des problématiques qu'on a encore, c'est que c'est un peu compliqué de faire en sorte qu'une personne se déclare. Ça reste sa décision. C'est à elle de voir si elle le souhaite ou non. Mais nous, en fait, on essaie toujours de leur dire que quoi qu'il arrive, en fait, on les accompagne, de faire en sorte qu'eux-mêmes, en fait, ils soient bien dans leur poste actuel. Ce qui est compliqué de nous, c'est que effectivement, on n'a pas non plus énormément d'offres à pourvoir. On va quand même accueillir une personne qui a envie de découvrir un métier, qui est assistante administrative dans une salle de spectacle. Et du coup, elle va venir découvrir le métier avec notre administratrice. J'ai postulé pour un poste un peu comme un agent d'accueil, assister les clients qui arrivent, leur donner leur badge, etc., etc. C'est le poste qu'elle m'a proposé par rapport à mon CV. Donc il n'y a pas que l'audiovisuel, vous avez également les musées, la Villette, la Comédie Française, l'Opéra Comique, des poids lourds de la culture qui jouent le jeu de cette inclusion. Mais on s'est dit, il faut absolument pouvoir être inclusif et la première démarche ça a été de leur dire venez au théâtre découvrir les métiers, puisque souvent dans le théâtre on a l'impression qu'il n'y a que des artistes, mais il y a plein d'autres métiers très, très riches et très variés derrière. Parce que la culture, c'est pas simplement des techniciens, mais c'est aussi de l'accueil, de la billetterie, du gardiennage. Au début, on s'est fait accompagner par la GFIP pour faire un diagnostic. Après ce diagnostic, on a fait un plan d'action. Alors la GFIP est une association loi 1901 et qui est en charge de la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et nous agissons donc à travers différents moyens que nous mettons donc à disposition gratuitement des employeurs et des personnes en situation de handicap. J'ai fait 3 stands et les 3 c'était positif. Ils ont aimé mon expérience de community manager pour assistant de production. Donc j'ai raconté aussi l'expérience que j'avais dans les stages reportage, montage, comédie. Ils m'ont dit franchement bravo. Et donc je suis super satisfait. Et nous, effectivement, même pas Peur TV, on a réussi à avoir notre place ici sur l'établissement. On essaye de vous faire vivre ce beau moment d'emploi.
Alors là, on se rend compte qu'on a de plus en plus d'entreprises mobilisées, de plus en plus de candidats. Donc on est en train de déployer ces job dating également sur d'autres territoires au niveau national. Est-ce que ça pourrait s'imaginer sur la Seine-Saint-Denis ? Tout à fait. Prochaine édition dans le 93. Je crois qu'on a un supplément à ce reportage, non ? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, nous avons rencontré Pascal Parsat d'Audience, qui nous a tenu un discours, mais tellement riche qu'on s'est dit que ça valait bien une capsule à part. Pourquoi vous parlez de capsule ? Ah ! Vous parlez de capsule parce qu'il y a la capsule qui est au-dessus de nos têtes, là, c'est ça ? Oula. Avant de mettre en orbite ta bêtise, on va écouter Pascal Parsat. C'est pas ça ? Non. Ah, ok. Nous avons mis en place en 2023 l'activateur d'égalité pour l'emploi dans la culture, car nous avons constaté que sur le sujet du handicap, le législateur n'a pas toujours pensé à nos usages et comportements professionnels et qu'il y a des trous dans la raquette et voire même parfois des objets qui peuvent être associés à la discrimination à l'emploi. On a aujourd'hui beaucoup de professionnels qui ont du mal à atteindre les 507 heures. On milite pour réduire l'indemnisation à 350 heures au lieu de 507, qui soit un espace de repos, un espace aussi de répit. Ça, c'est un premier point. Mais c'est aussi, par exemple, vous voulez adapter un poste de travail, il vous faut au moins 6 mois de contrat pour obtenir cette adaptation de poste. Nous, c'est plutôt 6 heures ou 6 jours. 6 mois, c'est la cerise sur le gâteau, ça n'arrive quasiment jamais. Comment ça se passe quand vous tournez dans des lieux qui n'ont pas vraiment eu à l'esprit le sujet du handicap dans les coulisses? Parce que beaucoup de lieux de culture se sont beaucoup investis sur le sujet de l'accessibilité de leurs usagers, de leurs spectateurs, mais l'envers du décor n'est pas la même chose pour les professionnels. L'activateur d'égalité pour l'emploi qu'a mis en place Audience en 2023 a initié une dynamique. On l'a retrouvé lors de la conférence nationale du handicap en 2023 à l'Élysée, puis on l'a retrouvé à la Commission nationale culture et handicap au mois de novembre 2023 toujours. Pour la première fois, le sujet de l'emploi était inscrit à l'ordre du jour de cette commission. Force est de constater que le nombre également d'entreprises qui découvrent la diversité des personnes en situation de handicap et se rendent compte que finalement le sujet est bien plus vaste qu'ils ne le pensaient et moins lourd qu'ils ne le supposaient. Donc on voit bien aujourd'hui quand même que nous avons réussi à mettre en place une dynamique, une prise de conscience et maintenant je pense qu'on peut dire que tout le monde est un peu sur la ligne de départ pour créer une culture de l'égalité. C'est qu'il n'y a qu'un seul code du travail, mais il y a 1000 façons de travailler et c'est ces 1000 façons-là qu'il faut prendre en compte pour être pleinement au rendez-vous de ce qu'on appelle l'inclusion qui, pour moi plutôt, est le droit d'être ce que l'on est. On pense beaucoup que la culture, c'est de la création et de la technicité. Très bien. Mais il faut bien des gens pour accueillir. Il faut bien des gens pour gérer la communication, la comptabilité, les ressources humaines. Il faut bien des gens pour faire tout ce travail-là. Donc c'est ce que nous avons révélé. La culture témoigne de sa nécessité, de sa raison d'être, qui est que la diversité des profils nourrit évidemment la culture. On a besoin de ces personnes qui sont comme leurs empreintes digitales, uniques. Moi je ne croise que des gens aujourd'hui qui ont rencontré en une journée un maximum d'entreprises, se sont rendus compte que leur profil n'était pas un profil à problème, mais un profil qui devait trouver le bon endroit, la bonne rencontre. Le sujet du handicap est extrêmement présent sur les réseaux sociaux et aussi, bien sûr, merci à Netflix, Amazon Prime, d'avoir une autre culture du sujet à l'anglo-saxonne. Toutes les écoles artistiques et techniques affirment que le nombre de stagiaires, d'étudiants, d'alternants, d'apprenants, on va dire, avec une problématique de santé ou de handicap est en constante augmentation. On a raté le rendez-vous avec la génération précédente, je peux vous dire que celle qui arrive ne va pas nous rater. Donc je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Nous sommes dans un mouvement qui a été lent. C'est notre capacité à nous l'approprier et à le rendre de manière beaucoup plus commune que spécifique. Et je crois que c'est un bel endroit aujourd'hui qui nous questionne, qui est faisons-nous pour le commun ou pour le spécifique. Le spécifique ayant les mêmes droits que le commun, ramenons le spécifique dans le commun, ramenons le handicap dans le sujet de la diversité et non plus faisons un seul sujet du handicap. On peut être de couleur, homosexuel, borgne et comme disait, et juif, comme disait Sammy Davis Jr., c'est beaucoup, mais pour autant c'est un droit à être ce que l'on est.
Bon alors Sébastien. Oui, Audrey. Sébastien. Oui, merci. Bon, ça peut durer longtemps comme ça. Sébastien, la prochaine rubrique n'est vraiment pas pour vous. Ça y est, c'est parti. Donc, on est dans la discrimination totale. Mais non, parce qu'on veut pas que tu sois traumatisé. Ah, ok. Alors, je fais quoi? Eh ben, tu pars. Ouais, voilà. L'animateur principal, on me vire. Ah ben, voilà. débrouillez-vous avec elle, je vous les laisse. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Ici, on est à la Croix-Rouge à Livry-Gargan. Je suis parti vers 22 ans pour le CICR. C'est le Comité international de la Croix-Rouge. Je faisais les conflits armés en tant que paramédic. J'en ai fait 10 ans. Maintenant, je suis concierge en hôtellerie et je suis rentré ici à Livry-Gargan où là, actuellement, je suis responsable de l'urgence et du secourisme et je vais bientôt prendre le poste de président fin du mois. C'est infirmier urgentiste dans les ambulances. Donc c'est un diplôme qui existe partout sauf en France. On va te former en fait aux gestes d'urgence sur l'extérieur. Tu pars au niveau de la victime, tu peux la techniquer, lui faire un ECG, faire une interprétation, l'emmener à l'hôpital. Là, elle est prise par des médecins. Ça équivaut à infirmier anesthésiste à peu près. J'ai fait tous les conflits armés dans fin des années 90 à peu près. L'Irak, Birmanie, Bolivie, Kosovo, Afghanistan. Que les pays touristiques, mais pas mal de pays. T'es mis en disponibilité. J'ai un contrat avec mon employeur qui me permet en fait de partir là-bas. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose aujourd'hui. J'ai mon téléphone qui sonne, on me dit voilà dans une semaine tu pars. Mayotte, j'ai été dépêché en 48 heures, il a fallu que je parte. C'était assez impressionnant. Il n'y avait aucun moyen là-bas, donc du coup on a vraiment dû se débrouiller par nous-mêmes quoi. Quand tu pars, tu te dis que tu vas aider tout le monde, que tu vas sauver le monde, mais en fait, tu t'aperçois que tu sauves personne et que tu essayes de faire avec les moyens que tu as. Ça t'apprend l'empathie, de prendre du recul aussi. Ça t'apprend aussi à rester humble et puis ça forge le caractère, et notamment par rapport à mon handicap, et à te dire oui, tout est possible. Au CICR, j'étais payé. Ici, je suis complètement bénévole, mais par contre, quand je suis mis à disponibilité, là, je suis payé par contre. Moi, je voulais être médecin urgentiste ou infirmier anesthésiste en France. On m'a dit que ça n'y arrivera pas, c'est impossible. Et quand on me fermait une porte, j'avais tendance à passer par la fenêtre. J'ai trouvé la fenêtre de paramédic en Suisse. J'ai fait les tests, on me dit oui, là tu peux. Et le patron des paramédics où j'étais, qui était aussi le patron de la Croix-Rouge en Suisse. Et du coup, j'ai une autre porte ouverte sur les conflits armés. Sorti de l'adolescence, une fois que j'ai pris position en fait de mon handicap et de mon corps et surtout de l'acceptation, il n'y a plus de frein. Et ouais, les gens oublient le handicap. Quand ils voient comment tu te débrouilles dans la vie quotidienne, tu le vois 2-3 heures et après tu le vois plus quoi. Ce qui est marrant, c'est que moi dans la vie de tous les jours, quand je travaille, quand je serre la main à quelqu'un, quand je prends quelqu'un dans mes bras, je vois pas mon handicap. Par contre, quand je me vois à la télé, là je le vois. Mais dans la vie de tous les jours, je le vois pas. Pour moi c'est normal. Je me vois toujours pas comme handicapé. Il y a que en France où on te rappelle tous les jours que tu es handicapé. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu peux le faire? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est contagieux? Quand tu es à l'étranger, ils s'en fichent complètement. Ils regardent vraiment ce qu'il y a dans ta tête, dans ton cœur, mais ils regardent pas ton apparence physique, franchement. J'ai travaillé au Maroc où j'avais formé des gens au secourisme et en même temps j'ai découvert le secteur hôtelier là-bas. Quand je suis rentré en France, je voulais être ambulancier. J'avais signé mon contrat le vendredi. Le lundi, je vois le big boss qui me dit vous êtes handicapé. Je dis bah oui, mais ça tout le monde le savait quand j'ai signé. Moi je savais pas, je vous comprends pas. C'était vraiment compliqué. Comment j'ai rebondi? J'encaisse. J'analyse et donc du coup j'ai refait après un petit diplôme rapide dans l'hôtellerie et au Mercure à Montmartre, donc j'ai créé la conciergerie. Et là actuellement je fais une formation pour avoir les clés d'or. C'est une distinction en conciergerie, c'est le doctorat quoi. Quand tu grandis, que tu es adolescent, qu'on te dit tu pourras pas, c'est impossible, que tu es un petit peu rejeté, quand tu as été victime et qu'après tu deviens... tu te dis je serai plus jamais victime, ouais c'est une revanche. Je suis là depuis le début, quoi. Les premiers comités de rédaction, je suis amoureux de cette chaîne-là. C'est vraiment amoureux de cette chaîne, amoureux de ce projet, amoureux des gens qui l'entourent. J'avais une passion pour le journalisme, donner la parole aux gens et en fait, je me suis rendu compte que j'étais plutôt bon dans l'animation. Ça m'a apporté plusieurs choses. Le fait que je peux le faire, que ce côté-là me passionne et le fait de me re-challenger. Je sais pas, pourquoi pas faire une chronique un jour sur une chaîne de télé ou une radio, un truc comme ça. Là, mon nouveau challenge, c'est ça, c'est celui-là. Je vais vous surprendre, je vais vous citer Jean-Claude Van Damme. Il ne faut pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. C'est-à-dire que si tu écoutes le monde, tout le monde te dira c'est impossible, tu n'y arriveras pas, c'est compliqué, regarde-toi. Mais si tu t'écoutes toi-même, tu peux tout franchir. Donc voilà, ne pas écouter les bruits du monde, mais le silence de l'âme. Alors, est-ce que c'était traumatisant? Bon, alors on peut passer au dossier du jour. Prospection et handicap. Comme à notre habitude, on a voulu vérifier un petit peu le pouls de la France. Celui de Seine-Saint-Denis plutôt, non? Plus précisément, celui du marché du Blanc-Ménil. Eh bien écoutez, c'est parti, Gérard, jingle.
quelle allure marcher, Parce qu'il faut jamais mentir, faut dire la vérité, je sais pas. J'aurais aimé dire oui. Si c'est un handicap moteur, je pense que c'est obligatoire de toute façon de l'afficher. Par contre, si c'est physique, je me renseigne sur le métier et ce qu'il faut. Et si c'est en adéquation avec mon handicap et que ça pose pas de problème, je l'indique pas, je pense. Oui, bien sûr. C'est très très dur pour ces gens-là parce que ils rencontrent beaucoup de difficultés à pouvoir insérer dans leur CV, de dire voilà, j'ai un handicap. Est-ce que je vais pouvoir m'adapter à la vie dans cet emploi? Mais sur mon CV, non, je ne le mets pas. Parce que je me dis, ils vont tout de suite avoir peur, ils vont se dire non, on ne va pas l'apprendre, voilà. Alors que ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne sait pas faire le travail. C'est pas du tout ça. Absolument pas. Et pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'entre quelqu'un qui, entre guillemets, normal et quelqu'un qui a un handicap, ce sera la personne normale qui sera en premier retenue pour un entretien déjà. Il y a des emplois aussi qui sont directement pour les handicapés aussi. Donc je pense que c'est aussi important de le mettre. S'il juge l'employeur que cette personne ne sera pas susceptible de faire ce qu'il demande, gentiment, il faut qu'il lui dise que la personne ne convient pas. Non, il me semble qu'il est obligé de le prendre en considération. Par contre, effectivement, j'ai beau être handicapé, si mes compétences professionnelles ou autres ne sont pas en adéquation avec le poste, il n'est pas obligé de m'accepter. L'handicap, c'est pas un passe-droit pour tous les métiers. Si elle n'a pas la compétence, après, ça peut être aussi, oui, ça peut jouer aussi, évidemment, si on ne sait pas faire. Mais après, tout dépend. On peut très bien apprendre. Il fait une période d'essai d'1 mois. Il voit si la personne, elle est capable. Si elle est capable, il la garde. S'il voit que ça va pas, il la garde pas. Si c'est un poste qui n'est pas adapté au handicap, forcément oui, il a un argument pour refuser. C'est à la personne de le dire. Je pense qu'il est quand même obligé de s'intéresser au type de handicap que c'est pour savoir si ça peut impacter d'une manière ou d'une autre le travail. Non, ça le regarde pas. Après, il sait déjà qu'on est en situation de handicap. Après, il n'est pas censé savoir qu'est-ce qu'on a exactement. Moi, je dirais que oui. Toujours pour la même raison. Ça dépend du poste qui est à pourvoir. Si quelqu'un qui a une paralysie des épaules et veut faire secrétaire, ça me paraît compliqué. Pour aller plus loin sur le sujet, nous allons accueillir sur le plateau Anne-Sophie Franville d'Areram, Isabelle Pinchot-Dunir, Gonul et Minob de l'agence locale d'insertion de Tuny, Le Bourget, Le Blanc-Ménil. Et Léa Valette, conseillère d'insertion professionnelle. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous 4. Juste par oui ou par non, est-ce qu'il est important ou non, ou est-ce qu'il est recommandé ou non d'inscrire son handicap sur un CV? Alors je pense qu'il n'y a pas de réponse oui ou non, ça commence mal, parce qu'effectivement c'est la situation qui va faire qu'on va pouvoir le dire ou pas, et c'est à la personne effectivement de choisir. Je suis absolument d'accord avec Anne-Sophie. Effectivement, il faut rappeler qu'on n'est pas obligé d'annoncer sa situation de handicap. Après, effectivement, si ça peut avoir un impact sur le travail réalisé, il vaut mieux informer non pas sur la maladie, mais sur les limitations de santé pour un éventuel aménagement de poste. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout dépend des situations, du contexte, du poste, mais surtout aussi le choix de la personne, donc si elle décide ou non de le mentionner. Donc ça appartient aussi à la personne. À compétence égale, est-ce que vous pensez que ça fait encore peur d'embaucher des gens en situation de handicap? Est-ce que le regard change? Je pense qu'on peut prendre l'exemple du micro-trottoir. Chaque individu a ses craintes, ses peurs, et selon les postes, selon les entreprises, c'est souvent une question d'individu. Ça veut dire que pour vous, quelqu'un qui a un handicap doit être 2 fois meilleur que quelqu'un qui n'en a pas? On aimerait que ce soit pas vrai, mais quand on est en situation de handicap, on se sent plus scruté. Donc forcément, on se surpasse. C'est comme quelqu'un qui est petit, qui fait du sport, il va compenser sa taille par d'autres techniques. Je pense qu'en fait, lors de l'entretien d'embauche, c'est une histoire de confiance. Mais comme dit madame, est-ce que vous pensez qu'il va être plus scruté que quelqu'un d'autre? Alors peut-être que lors de l'entretien, si la personne elle dit qu'elle est en situation de handicap et ayant les mêmes compétences, peut-être que l'entretien va être biaisé parce qu'on va parler plus du handicap et que finalement on va pas se concentrer sur les compétences. Non mais c'est vrai que cette question elle est très compliquée parce que le handicap
handicap, on en parle de plus en plus. Ça concerne effectivement un bon nombre de publics. Et c'est l'idée aussi d'intégrer effectivement les personnes en situation de handicap à notre société. Enfin, on est dans l'ère d'une société inclusive. Et c'est vrai que cette question de handicap peut faire peur à certains employeurs. Il y a aussi la notion de productivité, parce que quand on embauche une personne en situation de handicap, est-ce qu'on va lui demander effectivement la même productivité et rentabilité c'est ça. Personne qui est valide. Il y a l'engouement par rapport à un petit truc en plus sur le monde du handicap. Est-ce qu'on n'a pas peur que là, cet engouement retombe? Moi, j'ai pas peur que ça retombe. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des restaurants aussi qui ouvrent. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on évoque de plus en plus. Mais il faut pas oublier que c'est quand même le premier facteur de discrimination. On va pas se mentir, ouais. Ça existe pas se encore mentir. maintenant, Mais ça change. malheureusement. Ouais. Y a-t-il des questions dans le public? Tout à l'heure, on parlait de handicap dans le travail. Mais celui qui est déjà embauché, qui se retrouve en situation de handicap, par rapport à l'employeur, comment est-ce que ça se passe? Déjà, il y a la médecine du travail qui va faire des préconisations pour améliorer le cadre de travail. C'est la première porte d'entrée, à mon avis. Moi, je voulais savoir en fait si il existe des contrats spécifiques pour les handicapés. Il n'existe pas de contrat spécifique pour les personnes en situation de handicap. Par contre, il y a des structures dont j'aimerais vraiment parler. C'est les structures en insertion par l'activité économique et qui portent un public qui est éloigné dans tous les sens du terme. C'est pas spécialement le handicap. Ça peut être la barrière de la langue, la mobilité, ça peut être des tas de choses différentes. Et donc, du coup, vraiment, ces structures, ces SIAE, c'est des CDD d'insertion. Donc, peut-être qu'on peut dire, oui, ce CDD d'insertion, il est particulièrement adapté pour les personnes en situation de handicap, mais il n'y a pas de contrat. On va prendre une dernière question, peut-être. Par rapport à une personne qui est en situation de handicap, est-ce qu'il ne pense pas souvent dans les lieux de travail que c'est les autres qui sont des handicapés? C'est une très bonne question. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. On va continuer sur ce thème de la prospection et du handicap, mais avec un pas de côté. Je dirais plutôt même un pas renversé. Exactement, c'est notre mini-série Effet miroir. Ah oui, c'est cette série où tout est inversé, c'est-à-dire que le handicap c'est la norme et la validité c'est la galère. Exactement. C'est ça, donc sans plus attendre, Effet miroir, épisode 4. Il est aussi 5h16 à Bruxelles en cette journée internationale des droits des femmes, direction de la Belgique. Ça va? Tu t'en sors avec ton CV? S'en prend la tête. 84%. On te demande pas de faire une thèse quand même. C'est qu'un CV de cariste. Je t'y verrai, toi. Pour toi, pas de problème. Toi, t'es parkinsonien. Pour toi, ça va. Et les employeurs, ils t'appellent. Et il est où le problème? Moi, je suis normale. Donc, je galère. Tu veux que je demande à Même pas Peur TV de faire une émission sur toi? Marie Durand, 60 ans, atteint de normalité. Va-t-elle trouver un emploi? Très drôle. En attendant, je la mets sur mon CV? Tu la mets quoi sur ton CV? Tes compétences? Laisse tomber. Je me demande pourquoi je te supporte. Ton Parkinson, de folie. Ma RQTV, ma reconnaissance travailleur valide. Est-ce que je la mets sur mon CV? Je sais pas. Tu fais quoi d'habitude? Si je la mets, une fois sur deux, les employeurs ils prennent peur. C'est pas ça qui fait peur, c'est tes habits qui font peur. Je te déconne. En même temps, t'as galéré pour avoir cette reconnaissance. Ce serait bête de pas le mettre. Oui, mais je suis paumée. Ma validité, c'est un vrai frein. Arrête, on a déjà parlé. C'est nul comme raisonnement. La validité, c'est une différence. Un bolet. Oui, mais on m'a dit que la validité, c'est une des premières discriminations pour chercher du travail. Et en même temps, la loi oblige de recruter des gens valides. Puis il y a des employeurs qui jouent le jeu. Bon, joue le jeu, hein. Tu sais, c'est pas le Monopoly, hein. Je gagne pas 20 000 tous les fois que je passe, hein. T'es con. Voilà, enfin un handicap à ma portée. Bien, alors,
Pour terminer cet entretien, si vous deviez résumer en quelques lignes le poste de préparateur de commande, que diriez-vous? Écoutez, moi je dirais que je conjugue avec mon savoir-faire, mon cassesse et mes 10 ans d'expérience. De la motivation et j'aime rendre service aux clients et travailler en équipe. Et puis, on peut dire que je m'intègre bien dans une entreprise, on peut dire que je suis un bon collègue. Waouh, quelle efficacité, alors là. Si tous les candidats étaient comme vous, on aurait beaucoup moins de mal à recruter. Vraiment, bravo. Avez-vous autre chose à rajouter? Ben non, mis à part ma RQTV, rien d'autre. Votre RQTV? Ma RQTV. Votre RQTV, ça veut dire que vous êtes valide? Ben oui, valide. Attendez, mais c'est pas écrit sur votre CV, ça? Ben non, moi ça m'empêche pas de travailler. Vous êtes valide? Valide? Oui. Donc, tout va bien? Oui. Par exemple, est-ce que vous marchez normalement? Bah oui. Vous n'avez même pas un petit trouble mental? Petit. Bah non. Allez, une petite envie de suicide? Ben non. Attends, je cherche. Douleur lombalgique. Petite douleur lombalgique. Petite. Non. Tout à fait normal. Valide. Tout à fait normal, valide. Ben oui, c'est ce que je vous dis. Bon, écoutez, monsieur Legrand, on va étudier votre candidature, très intéressante au demeurant. Je comprends pas, vous me disiez efficacité. Oui, efficacité, mais validité. Allez, une casse. Madame, sur cette fin d'entretien, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'est une bonne préparatrice de commande? C'est quelqu'un qui sait bien travailler, quoi. Mais sinon? Sinon, c'est quelqu'un qui vient travailler. Ok. Mais sinon, vous avez des savoir-faire en préparation de commande? Ah ouais? C'est-à-dire? À la maison, par exemple, c'est moi qui descends les poubelles. C'est ça. Et sinon, en matière de commande? Bah oui, c'est moi qui commande les pizzas le samedi soir. Intéressant. Sinon, vous avez déjà fait ce métier? Non, pourquoi? Ça ne doit pas être dur. Je vois que sur votre CV, vous avez une RQTV. C'est un problème d'être valide? Oh non, il y a d'autres collègues qui travaillent avec nous et qui sont totalement valides. Ah, ça c'est bien, ça doit être tout bon pour moi. De toutes les façons, les patrons, ils doivent embaucher les gens valides, non? Valides, mais réalistes. Je crois que je vais me commander une pizza pour oublier cet entretien. Je vois que vous avez une RQTV? Oui, c'est un problème. Oui et non. Je comprends pas. C'est-à-dire que votre profil m'intéresse beaucoup. Je vois que vous êtes compétente, motivée, vous devriez bien vous intégrer dans l'équipe, mais il va falloir adapter votre poste à votre validité, votre normalité. C'est-à-dire? C'est pas toujours évident, mais c'est qu'une question d'organisation. Vous pouvez m'expliquer? La plupart de vos collègues sont aveugles, dépressifs, diabétiques, autistes et j'en passe. Tout ce qui est normal pour une entreprise, quoi. Tout à fait. Comment vous allez adapter mon poste? On va devoir mettre plus de poids dans les colis car hélas, vous n'avez pas de problème de dos. D'accord. Puis on va devoir mettre plus de bruit dans l'entrepôt. Vos collègues autistes s'adapteront. D'accord. Et puis on va devoir instaurer une obligation de se dire bonjour et de communiquer entre nous. Vos collègues dépressifs vont tirer la tête, mais bon, ça les changera pas beaucoup. D'accord. Vous voyez, quand il y a de la bonne volonté, c'est gagnant-gagnant. Je vois. C'est ça le problème, c'est parce que vous n'êtes pas aveugle. On a parlé d'opéra tout à l'heure, on a la tête dans les étoiles. Ah, t'es devenu poète maintenant. Sébastien, tu vas finir plutôt seul ce soir, je crois. Ça c'est pas faux, je suis toujours seul le soir. Mais bon bref, si on terminait cette émission en musique, Très bonne idée. Eh ben, on vous écoute. on les voit de plus en plus en concert, dans les films, à la télé. Et figurez-vous que notre équipe est partie à leur rencontre lors d'une de leurs répétitions, c'est Percu Jam. On devrait être pas mal là. Are you ready?
On va faire un balance Sabral. Allez, on y va. Je suis chanteur et je joue de la batterie, percu et piano. Je fais de la batterie, percussion, je chante, puis sinon je suis comédien. Je chante, je danse avec Léa. Je suis batteur, violoniste, bassiste et chanteur. Chacun a une capacité à changer d'instrument chaque fois. En 1999 par Laurent Millet. Parce qu'en fait, ce qui serait plus simple, c'est que tu fasses tacata, tacata, pige. Voilà. Tu vois ? Ça me tient toujours à cœur de dire que je suis travailleur social avant tout, et la musique c'est en plus. Ils avaient ce don de pouvoir retraduire ce que moi je chantais. Du coup, c'est comme ça que l'alchimie a commencé. Ils viennent voir un groupe de musiciens qui ont tous des handicap, parce qu'on a tous nos difficultés. C'est très intéressant parce qu'au fait, il y a des gens qui savent pas qui est le handicap sur scène. Ils le savent pas. Parce que les percussions, ça nous apporte un petit peu comme si on voulait tenir au saut comment vous faites. Et de montrer qu'on a vraiment une capacité de faire quelque chose que d'autres personnes ne pourraient pas le faire. Et ça aussi, c'est une reconnaissance vraiment. On est quand même des professionnels pour moi en tant que musicien. Il faut quand même bien savoir que ils sont dans une institution, à la Fondation Personnage. Ils ont chacun un projet personnalisé. La musique, c'est quand même le cœur de leur projet ici, dans cette maison particulière qui est Alternote, puisqu'ils viennent d'un IME qui s'appelle l'IME Alternance et que tout a démarré là-bas. Et on travaille des axes différents pour chacun et que c'est ce qui rend notre travail riche et intéressant. Personnage, c'est une fondation qui gère plus de 50 institutions. Quand on a décidé de fusionner, on a pu continuer en fait tout simplement notre travail. Il y a eu un effort de fait qui a été colossal parce qu'il a fallu officialiser aussi un peu les choses. Les heures des éducateurs quand ils partent dans les concerts, les miennes aussi en tant que chef de service. Et quand on joue, c'est le plus grand moment qu'on peut faire, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donne envie de se libérer de cette angoisse qu'on a au quotidien. Ça ne me déçoit pas, ça me met pas en colère. Au contraire, je suis content, ça me booste. Aujourd'hui, ça leur donne à eux l'envie de faire plus, bien sûr, de se dépasser. Et certains peuvent aussi tourner dans des films à côté. Ça fait aussi partie de leur vie. Après, bien sûr, ce qui est important quand même, c'est de pas s'éparpiller parce qu'effectivement, c'est pas non plus des intermittents du spectacle. Beaucoup qui font partie de ce groupe pourraient complètement être dans un ESAT. Mais à l'époque où on a construit tout ça, c'était plus important pour eux d'abord, mais aussi pour leurs parents, d'être effectivement dans un endroit peut-être plus médicalisé, dans lequel il n'y a pas cette valeur travail, mais dans lequel ils s'éclatent. Parce que finalement, le bien-être au quotidien dépasse parfois l'entendement de la reconnaissance de travail. C'est la salle du concert à Nantes. On a fait une première partie du trio. Je vais dire un peu la même chose que Kevin. Il a parlé de Nantes, mais il n'a pas parlé du Zénith. C'est vrai que c'était notre première grande scène. C'était démentiel avec trio. Et c'est les premiers qui n'ont pas eu peur de nous tendre la main, de tendre la main à la différence. Et je pense celui qui a été un des meilleurs qu'on ait fait, c'était l'Olympia. Ça a été une grande reconnaissance avec les gens. Continuer à faire la musique, avoir des nouveaux copains, quoi. C'est ça, moi. Je pense au Stade de France, mais ça serait énorme, énorme. Pourquoi pas? Mais ça, ce serait quelque chose de... Ce serait un rêve incroyable. Espoir. C'est un groupe atypique. J'irais grandiose. C'est génial, c'est la jam. Percucham, c'est la bombe. Alors je crois qu'on a une bonne nouvelle. Sébastien démissionne. Non, il peut encore servir. Bon, sinon, nous avons quelques membres de Percujam qui sont avec nous. Et oui, bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Alors merci beaucoup d'être avec nous. On vous voit partout, hein. On est quand même passé par pas mal de médias et ça c'est quand même des choses qui met en avant l'autisme, qui met en avant les différences et je pense qu'on est moins mal vu par rapport à une période. Vous pensez qu'à un moment vous étiez
un peu mal vu de par votre handicap et que maintenant vous êtes plus pas connu comme autiste, mais reconnu comme artiste? C'est ça, il n'y a plus de différence entre artiste et autiste, donc on ne voit pas de différence. Beaucoup de gens le disent. Et c'est ça qui est génial dans la musique, c'est qu'on voit, que ce soit autiste ou pas autiste, il y a quelque chose qui donne une magie. Et c'est ça qui donne un rêve à plusieurs personnes. Voilà. Le fait maintenant d'être connu en fait pour ce que vous faites, d'être reconnu, est-ce que ça vous apporte quelque chose? Ça vous fait plaisir? Ça vous dérange parfois? Non, ça ne dérangerait pas, mais ça porte le bonheur. Pour moi, ça porte le bonheur. Ouais. Et ça Merci de dire. Merci de dire ça. Ça apporte le bonheur et ça apporte l'espoir, tout simplement. Est-ce que ça vous amène l'espoir à vous, ça amène l'espoir aux autres? Que ce soit la famille ou des personnes qu'on connaît, ils sont très fiers de nous et on montre quelque chose qui les surprend. Et ça, c'est très important. On voit que les gens sont très fiers de notre prestation. C'est quelque chose que vous recherchez, ça, la fierté des autres, la reconnaissance des autres? Je pense que chercher une joie, chercher une fête, par exemple, ça permet d'essayer de revoir ce qui était avant, quand on était un peu dans la discrimination et que maintenant les gens n'a pas la même réaction. Et je pense qu'on peut être très fier d'avoir montré ça et d'avoir montré quelque chose qui avance et qui montre une fierté que beaucoup de gens voient et ils sont très très fiers de nous. C'est votre revanche à vous ou c'était un combat que vous meniez avant? Une sorte de combat contre certains, une sorte de méfiance que je ressentais des fois. Donc je pense que l'avancée de l'autisme qui passe à la télé ou à la radio et qu'on est maintenant plus respecté, je dirais, ça porte ses fruits et maintenant les gens le voient d'une autre manière et ça c'est important. Voilà. La fierté des autres, est-ce qu'elle vous intéresse? Pour moi, ça m'a satisfait beaucoup plus. Qui a accepté la différence tant qu'on est monté sur scène. Avant, est-ce qu'elle était acceptée ou supportée? Je crois que c'est supporté. Ouais. Et maintenant, on l'accepte. On l'accepte. Et c'est ça qui vous plaît en fait. C'était votre combat aussi. Exactement. Quelle est votre actualité? Alors évidemment, il y a le concert à Bayonne. C'est à Saubion le 14 juin. Donc c'est un petit peu loin, dans le Pays Basque. Mais à Courbevoie. À Courbevoie, le jeudi 26 juin à 20h, au centre événementiel de Courbevoie. Je crois qu'il y a un CD aussi, non? Oui, Phénomène. Oui, on a sorti un album. Ok. On peut le trouver à la FNAC ou sur les plateformes. Est-ce qu'on pourrait te demander de nous faire un petit solo? Bien sûr. Percute Jam, messieurs, dames. Merci de la venue. Une cigarette juste après l'oreiller. Une allumette pour venir l'enflammer. Un souvenir, une larme en cadeau, une nuit à t'écrire et faire pleurer mes mots. Et là, je divague comme dans une promenade, et puis je te souris comme un hymne à la vie. Percute Jam. Bravo Kevin. Percute Jam, n'oubliez pas, le CD s'appelle Phénomène. Il est à la FNAC et dans toutes les plateformes de téléchargement. Concert à Bayonne, mais aussi à Paris. Tous les liens seront sur notre site. Percute Jam encore une fois. Nous n'allons pas nous quitter sans une petite bouffée d'oxygène et de bonne humeur, le making of. 10h24, j'ai mis pratiquement 1h55. En même temps, elle a fait un peu de dépanneuse avec tes chaussures. Waouh. Attention. Waouh. Le chambray, on m'a dit qu'il fallait que je sois belle et que... Ah bah tu l'es toujours. On te regarde. Ok, vous êtes là pourquoi? On est là parce qu'on nous a invités, quoi. C'est ça. On sent te en train de bosser, enfin. Est-ce qu'on peut interroger les chevaux? Alors, si vous arrivez à les faire parler, allez-y. Ça vous étonnerait. Bah c'est ça le problème, c'est parce que vous n'êtes pas aveugle. T'es comme ça, j'avais presque envie de chanter. On va s'aimer. Alors plombe, action. Tout ce qui est normal pour... Ça c'est pour le making of, attention. Toute formule comprise.
Si tu es là, nous sommes là pour toi. Tous ensemble. Compris sur l'autre. Même pas peur. Attention, prêt, on commence. Intéressant. Mais sinon, vous avez déjà fait ce métier? Ok, un peu plus naturel. Celle de... Moi, je serais plutôt halluciné. Hein, c'était bon. un chouïa surjoué. Action. Je cherche. Douleur lombalgique. Petite douleur lombalgique. Petite. De Funès, sors de ce corps. Je pensais la même chose. Plus deviennent des funesses, vas-y. Petite douleur lombalgique. Ladies and gentlemen, notre vol est bientôt terminé, le vol de Le Bourget La Différence. La compagnie Même Pas Peur TV était heureuse de vous accueillir. Mais avant de récupérer vos bagages, nous avons le plaisir d'accueillir Dalida Benfila du département de Seine-Saint-Denis qui va conclure notre voyage. Parlez-nous un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Donc, pour parler de la Seine-Saint-Denis, avec grand plaisir aussi, sur la question de la lutte contre les discriminations, la collectivité, en tant que chef de file de l'insertion, est engagée depuis une bonne vingtaine d'années sur le sujet. Sur la question du handicap, bien sûr, avec les directions opérationnelles comme la direction de l'autonomie, la maison départementale des personnes handicapées, mais aussi au sein de ma direction, la direction de l'emploi et de l'insertion. On travaille pour que, bien sûr, il y ait plus d'inclusion au sein de la collectivité, mais plus largement au sein des entreprises. On remarque quand même des signes positifs avec plus de visibilité du handicap. C'est même une inspiration pour travailler sur les autres critères de discrimination. Le temps fort à venir de notre côté, c'est le Handiforum, qui est un forum dédié aux personnes en situation de handicap. Donc c'est la 10e année, donc on fête un joli anniversaire cette année à la Maison de la Culture 93, la MC 93, à Bobigny. Ce sera quand? Le 27 mai, viendra aussi un stand de lutte contre les discriminations. Et bien sûr, l'équipe de Même Pas Peur TV sera présente à ce Handiforum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup. Vous pourrez bien sûr retrouver d'ici quelques semaines l'émission MêmePasPeurTV.com avec de nombreux liens. Et des remerciements. Nous allons sans doute oublier des personnes. Vous inquiétez pas, on leur dira qu'on a Alzheimer. Merci à Ayran et Unir. Audience et l'Opéra Bastille. Et bien sûr, la Croix-Rouge française de Livry-Gargan. La ville du Blanc-Ménil. Nos amis de Percut Jam et la Fondation Personnage. Et une spéciale dédicace au musée de l'air et de l'espace aéroport de Paris, Le Bourget. L'agence locale d'insertion de Duny, Le Bourget et le Blanc-Ménil. Et bien sûr, le département de la Seine-Saint-Denis, sans qui Même Pas Peur TV n'existerait pas. Merci. Allez, c'est la fin. Même Pas Peur TV spécial Paris, Terre d'envol, émission 4, c'est fini. On se donne rendez-vous en juin pour la dernière de la saison 1. On ne sait pas encore où, mais ce sera une vraie surprise pour vous tous. Gérard, fais chauffer le moteur. Jingle. Jingle.